Quand les chefs de gang reçoivent des peines de prison à vie, leurs réactions sont souvent explosives. Entre rage et stupéfaction, ils s'emportent dans une incrédulité totale, tandis que la salle d'audience scelle leur destin pour toujours. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les réponses les plus intenses et mémorables à une condamnation à vie derrière les barreaux. And I hurt two little girls, so I deserve to be punished. Victor Rodas, membre du tristement célèbre gang MS-13, a organisé un crime qui continue de choquer la communauté. Il a attiré Raymond Wood, un jeune de 17 ans, hors de chez lui. Mr. Rodas more than likely will be spending the vast majority of the remainder of his life behind bars. En prétendant que tout cela n'était qu'une simple affaire de drogue, liée à la marijuana. Mais ce qui s'est passé ensuite a viré au cauchemar. Rodas a enlevé Wood et l'a conduit dans le comté de Bedford. Là, avec d'autres membres du MS-13, Rodas a mené une attaque brutale. Selon les rapports, la victime a été poignardée à de multiples reprises et a fini par succomber à ses blessures. La violence fut rapide et sans aucune pitié. Au tribunal, l'accusation a soutenu que Rodas avait soigneusement planifié ce meurtre. Ils ont présenté des messages, textes menaçants, échangés entre Rodas et Wood avant le drame. Ils ont expliqué que ce crime était le fruit de tensions croissantes entre les deux individus. La défense, elle, a tenté de proposer une toute autre version. Ils ont affirmé que Rodas avait récupéré Wood de son plein gré et l'avait juste déposé, sans savoir ce qui allait arriver ensuite. Ils ont soutenu que Rodas n'était qu'un spectateur, pas un participant actif dans le meurtre. La défense a aussi suggéré que Rodas avait agi sous la peur d'un autre membre du gang, Corus Ventura, qui, selon eux, lui avait ordonné de conduire la voiture cette nuit-là. Ils ont insisté sur le fait que Rodas n'avait pas porté les coups de couteau lui-même et qu'il avait agi sous la contrainte. Mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. Rodas, l'un des 5 membres du MS-13 accusé de meurtre au premier degré, ne pouvait pas échapper à son rôle dans ce crime. Quand le verdict est tombé, 55 ans de prison, Rodas n'a montré aucune émotion. Son visage est resté de marbre, même alors que son sort était scellé pour toujours. La salle d'audience s'est accordée à dire que la justice avait été rendue. Rodas a reçu la peine qu'il méritait pleinement. Meanwhile, 3 MS-13 gang members are now facing upgraded charges in connection to the murder of Lynchburg teen Raymond Wood. Pourtant, son histoire reste un rappel glaçant des dangers de la vie dans un gang, où la violence est omniprésente et la loyauté bien éphémère. Ce n'était pas la seule fois qu'un gangster a reçu une sentence qui semblait totalement juste. Il y a eu aussi le cas du célèbre Young Thug, qui a dû répondre à des accusations de tentative de meurtre et d'implication dans des activités criminelles liées à un gang de rue à Atlanta, en Géorgie. Young Thug, un rappeur présent sur la scène hip-hop mainstream depuis plus de 10 ans, n'est pas un inconnu de la célébrité. Il est connu pour sa polyvalence et a collaboré avec des artistes prestigieux comme Drake, Chris Brown et Travis Scott, parmi tant d'autres. Il semblait que rien ne pouvait entraver sa route vers le succès. Mais en réalité, un complot sinistre se tramait dans l'ombre, ce qui a finalement conduit à son arrestation. L'arrestation de Young Thug, survenue le 9 mai 2022, a secoué le monde de la musique. Ce n'était pas une simple affaire juridique comme les autres. The judge in Young Thug's RICO trial orders the rapper's attorney to jail for contempt. C'était une opération d'envergure visant 28 personnes au sein de son label YSL Records. Cela incluait déjà 56 chefs d'accusation de divers degrés, certains étant des charges graves sous la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption. Les allégations étaient lourdes. Meurtre, tentative de meurtre, vol, agression, trafic de drogue et même des menaces contre des témoins. Ce qui a vraiment ébranlé l'industrie, c'est la manière dont les procureurs ont monté leur dossier. Ils n'ont pas seulement utilisé des preuves classiques, ils ont retourné les propres paroles de Young Thug contre lui. Le rappeur avait réussi à devenir la seule source de preuves dont ils avaient besoin pour le faire tomber. Des chansons comme Anybody et des extraits de son album Slime Language 2 ont été présentés comme des preuves de ses prétendues affiliations à un gang et de ses activités criminelles. Dans Anybody, il a rappé I never killed anybody, but I got something to do with that body. I got the streets on my back. Une phrase que les procureurs ont qualifiée d'aveu flagrant. L'acte d'accusation n'a pas simplement décrit YSL Records comme un label musical,
Il a présenté le groupe comme un gang criminel de rue impliqué dans diverses activités illégales. Le dossier contre Young Thug ne repose pas uniquement sur sa musique. Il s'agit de ce que les procureurs qualifient d'entreprise criminelle cachée sous les yeux de tous, avec Young Thug en tant que chef de ce gang impitoyable. Les accusations sont graves et pourraient entraîner pour Young Thug une peine allant jusqu'à 25 ans de prison. George Guel Thomas, un nom qui inspirait autrefois la peur dans le cœur de nombreux habitants, était le chef impitoyable de l'un des gangs les plus redoutés d'Afrique du Sud. Stay away from drugs, guns, alcohol. Mais son règne, marqué par une violence sans relâche, a finalement pris fin lorsque la justice l'a rattrapé. Né dans les tumultueuses années 1970 au Cap, Thomas a grandi dans un monde où la pauvreté et la violence faisaient partie du quotidien. Les rues impitoyables du Cap étaient son terrain de jeu. Et dès son plus jeune âge, survivre signifiait souvent faire des choix qui scelleraient plus tard son destin tragique. Personne n'aurait pu imaginer que ce garçon, façonné par le désespoir et la détresse, deviendrait un chef de gang craint, connu sous le surnom de Violence. À mesure que Thomas grandissait, l'attrait de la vie de gang devenait irrésistible pour lui. Séduit par le pouvoir et la protection qu'offraient les gangs locaux, il s'est vite retrouvé plongé dans leur univers sombre. Il n'a pas tardé à rejoindre les rangs des 28, un sous-groupe du célèbre gang des Nombres, l'un des plus dangereux d'Afrique du Sud. Le courage et la détermination féroce de Thomas à défendre son territoire lui ont valu une réputation redoutable. Son influence n'a cessé de croître et, avec elle, un groupe de fidèles qui l'a aidé à établir une domination totale sur son quartier. Sous le règne de Thomas, les entreprises étaient rackettées pour de l'argent de protection et ceux qui osaient le défier subissaient une violence brutale, renforçant ainsi son surnom de Violence. Hello. Hello. Les gros titres furent bientôt envahis par des récits de la brutalité de Thomas. Son gang fut impliqué dans d'innombrables actes de violence, incluant des meurtres, des agressions, des enlèvements et du trafic de drogue. Alors que son empire criminel s'étendait, la liste des atrocités liées à lui et à son gang ne cessait de s'allonger. Les forces de l'ordre ne pouvaient plus fermer les yeux sur cette vague de terreur qui déferlait. Une opération massive fut lancée pour démanteler l'empire de Thomas, avec des agents infiltrés risquant leur vie pour pénétrer son organisation. Rassembler les preuves nécessaires pour le faire tomber fut un processus minutieux, mais les autorités se montrèrent implacables dans leur quête de justice. Le jour du jugement arriva enfin. George Guel Thomas se retrouva face à un procès, confronté à une avalanche d'accusations incluant meurtre, agression et racket. La salle d'audience était saturée de tension, tandis que l'accusation présentait une montagne de preuves accablantes contre lui. Après des semaines de débats acharnés, le jury a délibéré longuement. Quand le verdict fut annoncé, la Haute Cour du Cap-Occidental a condamné Thomas à une peine effective de 175 ans de prison. Il a écopé de peines à vie pour chacun des 7 meurtres dont il a été reconnu coupable. En mai, la juge Chantel Forouane a déclaré Thomas coupable de 7 chefs d'accusation de meurtre, ainsi que de multiples chefs de racket, conspiration, tentative de meurtre, vol et possession illégale d'armes à feu et de munitions. Ces victimes incluaient Angelo Classen, Glennon Martin, Hughes Abrahams, Howin Strom, Cecil Barnes, Gresham Boone et Niden Davids. Thomas et 18 de ses co-accusés faisaient initialement face à 166 chefs d'accusation au début de l'affaire, 4 ans plus tôt. Cependant, 2 des accusés, Fred Williams et Jason Sender, ont été acquittés de toutes les charges, bien que Williams ait été assassiné peu après sa libération. Malgré la sévérité de la sentence, Thomas a stupéfié tout le monde en affichant un large sourire, alors que le verdict de la juge était lu à voix haute. Cette prochaine affaire plonge dans l'histoire glaçante d'un criminel dont la transformation physique est aussi terrifiante que les actes odieux qu'il a commis. Préparez-vous à découvrir un récit qui donnera des frissons même aux criminels les plus endurcis. Kimberly is standing by, and I know after an otherwise quiet week of deliberations, this was a rather dramatic end to this case. Kais Vovis, autrefois connu sous le nom de Roy Jinsky, a émergé des bas-fonds du monde criminel à la fin des années 1990. Vovis s'est vite forgé une réputation de figure impitoyable et crainte dans la scène des gangs locaux.
Son plongeon dans les ténèbres a commencé avec un crime si troublant qu'il a donné le ton à la violence qui allait suivre. En 1999, alors qu'il était encore connu sous le nom de Roy Ginski, Vovis a purgé près de 7 ans et demi de prison dans le Maine pour un crime qui a horrifié la communauté. Lui et sa petite amie de 16 ans se sont livrés à une cérémonie rituelle de sang qui impliquait de blesser un autre adolescent. La blessure a nécessité 32 points de suture pour être refermée. À cette époque, Ginski prétendait être un vampire et un adorateur de Satan. Cette persona ne ferait que devenir plus effrayante, alors qu'il changeait plus tard son nom en Kais Vovis pendant son incarcération. Avance rapide jusqu'en août 2011, et Vovis a commis un crime si brutal qu'il défiait toute compréhension. Le trio a kidnappé et assassiné David Glasser, Edward Frampton et Robert Shadwell, en utilisant une arme semblable à une machette. Leurs restes ont été déterrés plus tard sur une propriété privée à Beckett. Le motif ? Glasser était ciblé pour l'empêcher de témoigner contre l'un des co-accusés de Vovis, tandis que Frampton et Shadwell ont été tués simplement pour éliminer les témoins. Killing of Edward Frampton, Robert Chadwell and David Glasser in Berkshire County. Cette histoire a pris une tournure encore plus sombre quand un témoin de Home Depot à Pittsfield s'est exprimé. Plus tôt en août 2011, William Gregory, un employé du magasin, s'est souvenu comment Vovis, accompagné d'Eric Fox, était venu acheter des sailles. Gregory n'a jamais pu oublier l'apparence troublante de Vovis. Il a témoigné que Fox avait pris une hachette et mimé un geste de hachage avant qu'il ne finisse par payer pour un jeu de clés à molette Starold et repartir. Cette brève rencontre deviendrait plus tard une pièce clé des preuves dans l'affaire. Le procès s'est déplacé du comté de Berkshire, aboutissant à un verdict sans équivoque sur la culpabilité de Vovis. Après une semaine de délibération, le jury dans le Massachusetts l'a reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. 3 chefs de meurtre au premier degré, 3 chefs d'enlèvement et 3 chefs d'intimidation de témoins. Selon la loi du Massachusetts, ces condamnations entraînaient une peine obligatoire de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Vovis avait plaidé non coupable à toutes les accusations, mais le jury a vu clair dans son jeu. Quand le verdict de culpabilité a été prononcé, Vovis, avec 2 rangées de cornes implantées dans son front et un tatouage 666 gravé sur sa peau, a explosé de rage. Il a crié au jury de Springfield en déclarant « Je vous verrai tous en enfer, chacun d'entre vous! Je vous verrai tous en enfer !» Son éclat glaçant n'a fait que renforcer sa réputation de criminel sans remords et irrécupérable. Un chef de gang qui avait embrassé les ténèbres en lui sans la moindre hésitation. Le monde criminel souterrain de Durham, en Caroline du Nord, a été le théâtre d'une escalade terrifiante de violence, alimentée par des rivalités entre gangs et une soif de vengeance. L'histoire tourne autour d'Antonio Nathaniel Davenport, connu sous le nom de Lil Tony, et Derek Lamont Dixon, aussi appelé Smack, tous 2 membres des 8 Tray Gangster Crips, un gang de rue notoire impliqué dans tout, du trafic de drogue à l'intimidation de témoins. Davenport, qui se produisait également avec le groupe de rap basé à Durham, 83 Babies, utilisait sa musique pour glorifier le style de vie violent du gang, rappant sur les fusillades et les deals de drogue. Le catalyseur de la violence qui a suivi s'est produit le 14 août 2019, quand Davenport a été attaqué par des membres d'un gang rival dans le centre commercial Streets at South Point, à Durham. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les agresseurs ont publié une vidéo de l'assaut sur Instagram, se moquant de Davenport et de son gang. Furieux, Davenport et Dixon, accompagnés d'un autre membre du gang, Deval Niji Magwood, connu sous le nom de Paco, ont décidé de se venger. Ce même soir, Dixon et Magwood ont exécuté une fusillade en voiture dans le sud de Durham, préparant le terrain pour une série d'événements tragiques. Dans les jours qui ont suivi, les tensions n'ont fait que s'intensifier. Davenport a échangé des messages menaçants avec un membre d'un gang rival sur Instagram, attisant encore davantage leur désir de représailles. Le dimanche 18 août 2019, leur plan de vengeance a été mis en œuvre. Davenport, armé d'un pistolet 9 mm, Dixon, avec un pistolet 40 mm, et Magwood, avec un pistolet d'assaut de 7,62 mm, sont partis à la chasse de leurs rivaux. Leur cible était une voiture qu'ils pensaient appartenir à l'individu qui avait nargué Davenport en ligne.
Zéon Person, âgé de 9 ans, profitait simplement d'une soirée d'été, roulant dans la voiture de sa tante avec 4 autres enfants, en route pour acheter des cônes de neige. 30 minutes, a local rapper found guilty of murdering a 9-year-old boy in Durham. Dans un terrible concours de circonstances, Davenport, Dixon et Magwood ont confondu ce véhicule avec celui d'un membre d'un gang rival. Alors que Davenport suivait la voiture le long de la rue Léon jusqu'à l'intersection de North Duke Street, lui et Dixon ont déchaîné une pluie de balles, tirant plus de 20 coups dans le véhicule. 2 de ces balles ont atteint Zéon, mettant tragiquement fin à sa jeune vie. Le cousin de 8 ans du garçon, assis à côté de lui, a également été blessé dans l'attaque. Pour compliquer encore plus le crime de Davenport, les accusations incluaient meurtre et racket. Il portait un bracelet électronique en raison d'autres charges en attente liées à des violences domestiques. Les données de localisation du bracelet le situaient sur la scène du meurtre, ainsi que chez Dixon et Magwood, avant et après la fusillade. Les caméras de sécurité d'une école intermédiaire près de la scène ont capturé la voiture de Davenport suivant celle de la victime seulement quelques minutes avant la fusillade. Dans une tentative de faire disparaître toute preuve possible, Davenport a fait repeindre sa voiture en noir quelques jours après le meurtre. Un pistolet 9 mm a aussi été retrouvé plus tard par les enquêteurs dans la voiture de la petite amie de Davenport, avec du sang et des empreintes digitales sur l'arme correspondant à l'incident. Dixon a plaidé coupable le 11 mai 2021 devant un tribunal fédéral, où il a admis des accusations de participation à une conspiration de racket et de meurtre dans le cadre de ce racket. Davenport a scellé son destin le 7 juillet 2022 après qu'un jury l'a reconnu coupable de meurtre en aide au racket, d'utilisation d'une arme à feu pendant et en lien avec un crime violent, et de causation de la mort d'une autre personne avec une arme à feu. Les 2 hommes avaient des antécédents criminels remontant à plusieurs années. Davenport avait un passé de vol qualifié, de cambriolage au second degré et de fuite pour échapper à l'arrestation en 2016, tandis que Dixon avait de nombreux dossiers de crimes graves depuis 2012, comme vol avec une arme dangereuse et effraction. Alors que Davenport écoutait les mots du juge prononçant sa peine à vie, il n'a montré aucune émotion, contrairement au chaos que ses actions avaient semé. Cependant, l'affaire qui suit est une autre histoire de violence et de vengeance, révélant les facettes cachées de la vie de gang et l'impact qu'elle laisse sur les communautés. Dans les rues rongées par le crime du Colorado, peu de noms inspiraient autant de craintes qu'Abel Gagos, un membre éminent du célèbre gang Crenshaw Mafia Bloods. Né et élevé dans les quartiers difficiles du comté de Jefferson, Gagos semblait prédestiné à une vie marquée par la violence et le crime. Dès son plus jeune âge, il s'est impliqué dans les opérations des Crenshaw Mafia Bloods, une organisation impitoyable qui régnait sur les rues avec une autorité brutale. Pendant des années, les forces de l'ordre ont lutté pour coincer Gagos, dont la ruse et l'habileté à échapper à la capture étaient légendaires. Mais son règne de terreur atteindrait un sommet horrifiant en novembre 2018. Dans un acte de violence si atroce qu'il le mènerait enfin devant la justice. Tard dans la nuit du 5 novembre, le silence fut brisé par des coups de feu retentissants. La victime était Mo Duran, âgé de 28 ans, dont la vie fut brutalement et inutilement arrachée. Gagos, avec ses associés Alonso Quintana et René Rosales, avait attiré Duran, une femme qu'il avait rencontrée sur les réseaux sociaux, dans un piège mortel. Ce qui a suivi fut un acte de violence indescriptible. Duran n'a pas seulement été agressé, mais aussi séquestré à l'arrière d'un véhicule. Le trio l'a ensuite conduite dans un endroit sombre et isolé à Ahan Nile, à Golden. Là, dans une démonstration glaçante de cruauté, Quintana et Gagos l'ont abattu de nombreux coups, avant de mettre le feu à ses restes. La communauté fut laissée sous le choc par cet acte insensé, tandis que les amis et la famille de Duran étaient plongés dans un chagrin inconsolable. L'enquête qui a suivi a révélé le motif sinistre derrière ce meurtre. Simone Duran avait précédemment identifié Gagos comme le tireur dans un crime distinct, faisant d'elle, sans le savoir, une cible pour sa vengeance mortelle. Ce n'était pas juste un meurtre, c'était un acte calculé de représailles, un message clair à quiconque osait défier le pouvoir du gang. Malgré son passé d'évadé de la justice, la chance de Gagos a finalement tourné. Les forces de l'ordre, animées par une quête implacable de justice, ont réussi à l'appréhender, le forçant à affronter toute la gravité de ses crimes. Elle, et il me demande d'elle tous les jours.
Alors que les preuves contre Gagos s'accumulaient dans la salle d'audience, les détails horrifiants de ses crimes étaient exposés, ne laissant aucun doute sur sa culpabilité. Après des semaines de délibérations intenses, le jury a rendu son verdict. Coupable. Le chef de gang, autrefois craint, faisait maintenant face à une vie derrière les barreaux. Dans un moment poignant, le juge s'est adressé directement à Gagos, condamnant ses actions et l'impact profond qu'elles ont eu sur la communauté. Le juge, Philip McNulty, qui a présidé la sentence dans cette affaire, a exprimé son choc profond face au mépris total pour la vie humaine affichée dans ce crime. Il a déclaré que Gagos n'avait plus sa place dans la société. La sentence fut sévère, mais juste, prison à vie avec 163 années supplémentaires pour garantir qu'il ne marcherait plus jamais libre. À travers tout cela, Gagos est resté impassible, ne montrant aucun signe de remords pour les vies qu'il avait détruites. Mais cette prochaine affaire plonge encore plus profondément dans les esprits tordus de ceux qui choisissent la violence comme mode de vie, révélant la nature froide et impitoyable de l'existence du mauvais côté de la loi. L'histoire de Pedro Espinosa est une de celles qui bouleverse le cœur de quiconque l'entend. Le 2 mars 2008, à Los Angeles, il a ôté la vie de Jamsho II, âgé de 17 ans, un joueur de football prometteur au lycée. La seule faute de Shaw, porter un sac à dos Spider-Man rouge qu'Espinosa croyait le lier à un gang rival. Alors que Shaw rentrait chez lui depuis le Beverly Center, il a été pris en embuscade par 2 hommes hispaniques. L'attaque fut brutale et il fut abattu à plusieurs reprises. Malgré son transport rapide à l'hôpital, les blessures de Shaw se sont révélées fatales. Mais qui était Pedro Espinosa? Il n'était pas juste un criminel ordinaire, il était membre du célèbre gang de la 18e rue et vivait aux États-Unis illégalement. Quelques mois plus tôt, en novembre 2007, il avait été arrêté pour des accusations liées à des armes et pour avoir agressé un policier. Pourtant, dans un retournement des événements qui entrait à jamais la famille. Loving them and you're doing things, thank God for that. Because there's people like that, don't give a damn. Espinosa fut libéré de prison 4 mois plus tôt, le 1er mars 2008. Le lendemain même, il a pris la vie de Shaw. Avance rapide jusqu'au 9 mai 2012 et Espinosa est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Juste 2 semaines plus tard, le 23 mai 2012, le jury le condamne à la peine de mort. Mais ce qui est le plus glaçant, c'est le comportement d'Espinosa pendant sa sentence. Il est resté calme, presque détaché, sauf quand le juge lui a ordonné de payer les frais funéraires de Shaw. Cela semblait le toucher légèrement. Espinosa avait ouvertement admis aux autorités qu'il était prêt à tuer pour son gang, même si cela signifiait affronter la peine de mort. Il s'était même vanté de vouloir atterrir dans le couloir de la mort, le voyant comme un badge d'honneur pour prouver sa loyauté. Malgré les arguments de son avocat, selon lesquels Espinosa n'avait pas eu un procès équitable et avait bénéficié d'une défense faible, le juge Ronald Rose est resté inflexible. Les preuves étaient limpides. Espinosa avait minutieusement planifié le meurtre de Shaw et s'en était même vanté après coup. Le jour de la sentence, les parents et amis de Shaw ont rempli la salle d'audience, tous vêtus de rouge. Mais ce n'était pas un symbole de gang. C'était une représentation du sang qui avait été versé. Jamel Shaw Sr., le père de la victime, a exprimé l'angoisse d'un parent qui avait tout investi dans l'avenir de son fils. Vous n'avez pas le droit d'exécuter quelqu'un et ensuite plaider pour ne pas être exécuté, a déclaré fermement Jamel Shaw Sr. Sa vie avait été dédiée à préparer son fils pour la grandeur. Nous pensions vraiment que nous avions une chance, a-t-il déploré. Mon fils était prêt à réussir. Anita Shaw, sergent de l'armée américaine, n'était pas juste une mère en deuil. Elle était une soldate confrontée à l'impensable. Elle a raconté le moment où elle était en Irak, lors de sa 2e mission, quand elle a été convoquée par son commandant avec la pire nouvelle qu'un parent puisse recevoir. Son fils avait été assassiné. J'ai craqué, a-t-elle confessé. Alors que les Écritures pourraient appeler au pardon, Anita Shaw a admis « Je ne suis pas une personne aussi forte ». Pendant leur déclaration émouvante, Espinosa est resté immobile, évitant tout contact visuel avec la famille. Le juge Rose a souligné qu'Espinosa avait été libéré de prison pour une accusation sans rapport peu avant le meurtre. Il avait été averti par un officier des graves conséquences d'un comportement criminel supplémentaire. Pourtant, il a choisi de l'ignorer complètement.
Avant que la sentence ne soit conclue, le juge Rose a exhorté la famille Shaw à se concentrer sur l'éducation de leur fils de 13 ans, Thomas, qui était présent dans la salle d'audience. À l'extérieur du tribunal, Jamel Shaw Sr. a réfléchi à la manière dont la violence des gangs avait transformé le rôle de parent. « Vous ne les élevez plus », a-t-il dit, le cœur lourd. « Vous essayez de les garder en vie. » Le meurtre de Jamal Shaw II n'a pas seulement dévasté une famille, il a déclenché une tempête de débats politiques sur Los Angeles en tant que ville sanctuaire. La controverse s'est centrée autour de l'ordre spécial 40. Une politique conçue pour protéger les communautés en empêchant les officiels locaux de questionner le statut d'immigration des résidents. Le débat continue, mais une chose reste certaine. La vie de Jamal Shaw II a été volée bien trop tôt. David Adam Pate, un homme dont l'apparence seule pouvait faire frissonner, se dresse comme une figure hantée à Lancaster. Avec une langue fendue et des tatouages affichant 974 et Satan gravé sur son front, Pate portait fièrement les marques du gang Insane Gangster Disciples. En octobre 2013, Pate a attiré Ricky James, âgé de 33 ans, dans les bois sous le prétexte de partager du vin. Ricky James, un homme avec une faiblesse pour l'alcool, était vulnérable quand il buvait, faisant souvent confiance aux mauvaises personnes. Cette nuit froide et fatidique, sa confiance est tombée entre les mains d'un homme avec une collection de couteaux et de masques chez lui. Un homme qui s'assurerait que Ricky James ne voit jamais le lever du soleil. James n'était pas étranger aux épreuves, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qui l'attendait dans ces bois sombres. Pate était prêt et armé d'un couteau de boucher, étrangement semblable à celui manié par Michael Myers dans les films Halloween. La brutalité du crime a envoyé des ondes de choc à travers la communauté. Dans la salle d'audience, la douleur était palpable, alors qu'Antoine James, le frère de Ricky, tremblait de rage. Il a exigé que Pate le regarde pendant qu'il parlait, mais le juge a refusé sa demande, forçant Antoine à diriger ses mots vers l'arrière de la tête de Pat. L'horreur ne s'est pas arrêtée avec le coup de couteau. Pat a tenté de dissimuler son acte macabre en cachant le corps de James près d'un buisson, où il fut découvert par des enfants 1 mois plus tard. Quand il fut interrogé par la police, Pat a confessé ses intentions avec un sang-froid terrifiant. Il prévoyait de séparer la tête de James de son corps et est retourné sur les lieux pour mieux cacher le cadavre, mu par un désir de tuer à nouveau. It appears that this murder, even yet, seems to be completely senseless. Il a admis avoir attaché James avec une corde des genoux aux chevilles, avec l'intention de traîner le corps jusqu'à un ruisseau voisin. Cependant, son état d'ébriété l'a laissé trop épuisé pour achever son plan. L'historique criminel de Pate était long et troublant. Depuis l'âge de 17 ans, il entrait et sortait de prison pour cambriolage et autres infractions. Au moment de son arrestation, il était déjà derrière les barreaux pour conduite désordonnée, mais il n'a pas fallu longtemps aux autorités pour le relier au meurtre de James. Les preuves étaient accablantes. Plus de 20 couteaux, plus de 20 masques et de l'ADN qui le reliait directement à la scène du crime. Même sa famille ne pouvait ignorer les signes. Ils ont rapporté avoir vu Pate couvert de sang, tentant de brûler ses vêtements après le meurtre. Depuis son arrestation, Pate n'a montré aucun remords. En fait, il souriait souvent en se remémorant les coups qu'il avait portés à Ricky James. Son seul regret, ne pas avoir pu faire plus de mal à sa victime parce qu'il ne trouvait pas la bonne lame de scie parmi les nombreux couteaux dans sa chambre. La confession froide de Pate à la police était aussi glaçante que son crime. « Je ne pouvais juste pas traverser l'os », a-t-il déclaré avec le même ton désinvolte qu'on pourrait utiliser pour commander un petit déjeuner. Les psychiatres qui ont évalué l'état mental de Pate n'ont trouvé aucun signe de folie, le jugeant pleinement compétent pour être jugé. Ses actions ont horrifié la communauté, poussant même ses frères à le qualifier de diable. À la fin, Pat a admis le meurtre et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Sa réaction, une expression vide, dénuée de tout regret, un dernier témoignage d'un homme qui ne ressentait rien pour la vie qu'il avait si sauvagement prise. Maintenant, nous plongeons dans une affaire choquante, impliquant un groupe d'au moins 5 membres de gang responsables du meurtre brutal d'un adolescent innocent. Le 20 juin 2018, Leandro Junior Guzman a quitté son appartement du Bronx avec l'intention de retrouver un ami. Mais quand il a aperçu 4 voitures, la peur l'a envahi et il a commencé à courir.
Les membres du gang, impitoyables et déterminés, l'ont poursuivi dans la rue sans relâche. Désespéré, Junior a cherché refuge dans une bodega sur Bathgate Avenue, un petit magasin d'épicerie qui aurait dû lui offrir un abri sûr. Au début, le propriétaire de la bodega a hésité, incertain de la situation qui se déroulait. Mais face à la terreur évidente de Junior, le propriétaire a cédé et lui a permis de se cacher derrière le comptoir. Malheureusement, cela n'a pas suffi. L'un des gangsters a repéré Junior, l'a traîné dehors et l'a livré au groupe qui attendait patiemment. Ce qui a suivi fut une attaque horrifiée avec des machettes et des couteaux. Junior, luttant pour sa vie, a tenté de s'échapper à nouveau dans le magasin, mais a été forcé de sortir une fois encore. La scène brutale a été capturée par des vidéos de surveillance et des téléphones portables, montrant Junior trébuchant hors de la bodega, saignant abondamment et courant vers un hôpital situé à seulement un pâté de maison. Tragiquement, il s'est effondré près de l'hôpital et a succombé à ses blessures. Le motif derrière ce meurtre macabre? Une tragique erreur d'identité. La cousine d'un membre du gang, Stephanie Ao, et son petit ami Irving Ozuna étaient impliqués dans une vidéo comportant un acte intime. Craignant pour son petit ami, Stephanie a faussement désigné Junior comme l'homme dans la vidéo, simplement parce qu'il ressemblait à la personne réellement impliquée. Pour attirer Junior dans le piège, elle a sournoisement demandé à lui emprunter de l'argent. Le meurtre insensé a déclenché une indignation publique, avec le hashtag « Justice pour Junior » devenant viral sur les réseaux sociaux. Les autorités ont rapidement arrêté 14 membres du gang Trinitarios. Parmi eux, les 5 attaquants visibles dans la vidéo, Jiki Martinez Estrella, José Muniz, Elvin Garcia, Manuel Rivera et Antonio Hernandez, ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré, meurtre au second degré, agression en bande et conspiration. Leur punition, des peines à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Quand les derniers membres du gang ont été condamnés en janvier 2023, ils n'ont affiché aucune émotion. Le meurtre de Leandro Guzman Files a envoyé des ondes de choc à travers la ville, suscitant la peur et des appels à de meilleures mesures de sécurité. Cette tragédie a conduit à la proposition de la loi de Junior. Une mesure visant à installer des boutons de panique dans les petites entreprises pour empêcher de telles horreurs de se reproduire. Pourtant, malgré la dévastation qu'ils ont causée, aucun de ceux impliqués n'a montré le moindre remords. Mais, dans l'incident suivant, nous découvrons une affaire où le coupable a exprimé des regrets sincères pour son crime. L'histoire de Tariq Jackson est un récit poignant de la manière dont la vie de gang peut mener à des conséquences dévastatrices. En 2015, à Ypsilanti, dans le Michigan, Jackson a été condamné pour le meurtre de Keandre Duff, âgé de 20 ans. Un crime enraciné dans la rivalité violente entre le gang d'Ypsilanti Rack Life et leurs ennemis. And it's all in an effort to address a recent spike in crime and gang violence. En tant que membre de Rack Life ou de son sous-groupe Finesse Gang, Jackson s'est retrouvé empêtré dans le monde mortel de la violence des gangs. Mais ce qui rend cette affaire remarquable n'est pas seulement le crime lui-même, c'est le moment de réflexion qui a émergé lors de la sentence de Jackson. Alors que la salle d'audience plongeait dans le silence, Jackson s'est tourné pour faire face à la famille de Duff, offrant des excuses qui portaient tout le poids de ses regrets. Il a parlé des dures réalités de la vie de gang, admettant que le chemin qu'il avait choisi ne valait ni les 16 ans de prison, ni la menace imminente de la mort. Ces mots étaient un rappel brutal que l'attrait de la vie de gang ne mène souvent qu'à la douleur et à la perte. La mère de Duff, Marquita Clayong, s'est alors adressée directement à Jackson. Dans une démonstration extraordinaire de grâce, elle lui a dit qu'elle lui pardonnait et l'a exhorté à chercher le salut à travers Dieu. Jackson, visiblement ému, a hoché la tête pendant qu'elle parlait, absorbant ses paroles avec attention. Quand on lui a donné la chance de s'exprimer, il a réitéré ses remords avec honnêteté. « C'était le style de vie que j'ai choisi de vivre », a admis Jackson, réfléchissant à ses choix passés. « J'étais jeune, en colère, plein de fierté, pris dans les rues, au milieu des gangs. Je pensais que c'était le meilleur choix pour moi à ce moment-là. » Jackson a aussi évoqué le souvenir obsédant de Keon Washington, un jeune de 17 ans dont la vie a été tragiquement fauchée lors d'une fête à l'été 2014. Bien que Duff ait été accusé du meurtre de Washington, l'affaire a été abandonnée faute de preuves suffisantes. Jackson
visiblement tourmenté par cette affaire non résolue, a exprimé son chagrin pour la mère de Washington, qui n'avait toujours pas obtenu justice pour la mort de son fils. « Ça fait 4 ans », a dit Jackson, la voix lourde de regret. Elle n'a pas obtenu justice ou paix d'esprit, pendant que le meurtrier de son fils marche encore libre. Dans un moment qui a résonné profondément, Cléon s'est aussi tourné vers la mère de Jackson, lui offrant ses prières et son réconfort. Les deux femmes se sont enlacées après la déclaration de Cléon, un symbole puissant du chagrin partagé et de l'humanité qui transcende même les circonstances les plus tragiques. Le plaidoyer de culpabilité de Jackson ne s'est pas limité au meurtre au second degré. Il a aussi admis des faits de vol à main armée, des accusations liées à des armes et avoir menti sous serment. Pour ces crimes, il a été condamné à une peine de 17 à 40 ans de prison. Une sentence qui reflète la gravité de ses actes et l'impact dévastateur de ses choix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ensuite, nous rencontrons un condamné qui a trahi même ceux de son propre gang, menant à un meurtre qui a choqué tous ceux impliqués. Le cas de Lee Manuel Rios est une affaire qui révèle le côté sombre et traître de la vie de gang. En 2015, Rios a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour l'assassinat de sang-froid de Kenneth Lopez, âgé de 18 ans, à Springfield, Massachusetts. Rios et Lopez étaient tous deux membres du célèbre gang Latin Kings. Mais une rupture amère entre les deux a conduit à une tragédie irréversible. Ce qui rend cette affaire encore plus captivante, c'est la trahison qui s'est déroulée au sein même de la famille de Rios. Nelson Rios, le propre frère de Lee, a témoigné contre lui dans un récit qui a stupéfié la salle d'audience. Nelson a révélé que Lee avait confessé avoir tiré dans le dos de Lopez avec un pistolet de calibre 38. Cette confession n'était pas juste un moment de rivalité fraternelle, c'était une décision calculée de Nelson, qui avait passé un accord avec les procureurs pour réduire ses propres accusations liées aux armes à feu. Mais la toile de ce crime s'étend encore plus loin. 3 autres individus, Valérie Medina, Daryl Self et Jonathan Guevara, se sont retrouvés impliqués dans les suites du meurtre de Lopez. Ces résidents de la ville, tous liés à Rios, ont été accusés de conspiration dans le meurtre et d'être des complices après coup. Les détails de leur implication, bien que flous, donnaient l'image d'un groupe soudé prêt à aller à des extrêmes pour protéger l'un des leurs. Alors que le processus légal se déroulait, tous 3 ont plaidé non coupables devant la Cour supérieure, mais faisaient face à la perspective de dates de procès supplémentaires. Jusque-là, ils restaient derrière les barreaux, avec une caution fixée à $50 000 en liquide pour Guevara, $155 000 en liquide pour Self, et un choix de $115 000 en liquide ou $150 000 garantis pour Medina. Guevara était détenu à la prison du comté de Berkshire, à Pittsfield, aux côtés de Lee Rios. Les crimes de Lee ne se limitaient pas au meurtre. Son casier judiciaire était rempli d'accusations de vol, de trafic de drogue et d'autres crimes graves. Quand le verdict final fut prononcé, Rios fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, un destin qui le laissa impassible et sans émotion, alors que la sentence était lue à Otogne, Bikini. Mais, alors que nous avançons, l'histoire ne fait que devenir plus sombre. Cette prochaine affaire inclut une réaction dramatique rarement vue dans une salle d'audience. Les événements qui se sont déroulés le matin du 22 juin 2020 à Columbus, en Géorgie, ont pris une tournure sombre et inattendue. La police a été initialement appelée à l'intersection de la 17e avenue et de la rue Nenina, avec des rapports indiquant qu'un garçon de 9 ans gisait mort sur la route. Mais quand le sergent Walter Haywood est arrivé sur les lieux vers 7h30 du matin, ce qu'il a découvert était loin de ce à quoi il s'attendait. Là, face contre le trottoir, n'était pas un enfant, mais un homme adulte, vêtu d'un short, d'un t-shirt et de chaussettes, mais sans chaussures et, plus important encore, sans aucune pièce d'identité. La victime fut plus tard identifiée comme étant Travis Henry Jr., âgé de 22 ans, originaire de Montgomery, en Alabama. Comment Henry s'est retrouvé là, abattu dans le torse et sans sa BMW noire, était un mystère au départ. Les pièces de ce puzzle ont commencé à s'assembler quand les autorités ont découvert Liddell Maynard Sparks, avec Wayman McMillian, Kia Sumter et Terona Horton, orchestrant un plan mortel. Sumter et Horton avaient attiré Henry à Columbus, préparant le terrain pour un vol et un meurtre qui finirait en tragédie.
Sparks, qui n'avait que 21 ans à l'époque, faisait face à des accusations de meurtre qualifié, de vol à main armée, d'utilisation d'une arme pour commettre un crime et de possession d'une arme à feu alors qu'il était en probation. La salle d'audience était chargée de tension, alors que Macmillan, Sumter et Horton prenaient la parole, chacun pointant du doigt Sparks, témoignant qu'il était celui qui avait tiré le coup fatal. Malgré leurs déclarations accablantes, aucun n'a admis avoir planifié le vol, laissant planer un voile d'ambiguïté sur les débats. L'avocat de la défense de Sparks a saisi cette incertitude, soulignant que la scène du crime ne correspondait pas à un vol classique. Une liasse d'argent et un collier en argent brisé ont été trouvés à côté du corps de Henry, soulevant des questions sur le véritable motif derrière le meurtre. Malgré ces arguments, Sparks fut finalement reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. Son propre avocat a pris la parole et a admis qu'il était coupable et méritait d'être derrière les barreaux. Après sa sentence, Sparks a demandé à s'adresser au tribunal. Ce qui a suivi fut un éclat de défi dans lequel il a critiqué tout le monde, de son propre avocat au juge et au procureur de district. Il a remis en question la crédibilité des témoignages des témoins et a même accusé la famille de la victime, maintenant son innocence et insistant sur le fait qu'il avait été injustement condamné sur la base de mensonges. L'éclat enflammé de Sparks a divisé la salle d'audience. Certains membres de sa famille sont sortis en signe de protestation, tandis que d'autres ont réagi par des rires, semblant indifférents à la gravité de la situation. Le juge, peu enclin à tolérer ce chaos, a rapidement mis fin à l'audience et est passé à l'affaire suivante, laissant Sparks affronter son destin.